Bonjour, Babacar. Vous êtes mathématicien, professeur titulaire de classe exceptionnelle et en tant que d'ailleurs professeur d'université, vous avez eu à encadrer 3 thèses d'épidémiologie. Ces dernières mesures du gouvernement, elles sont suffisantes ou incomplètes? Disons que c'est des mesures du gouvernement et dans ce sens, j'invite tout le monde à les appliquer puisque c'est le gouvernement qui dirige l'action publique et il est important que chacun de son côté puisse les appliquer pour qu'on aille dans le même sens. Maintenant, ces mesures, évidemment, il faut sans doute les renforcer. Je prendrai une mesure, le port du masque. Je crois que c'est essentiel. Le port du masque est un élément très important dans le frein à la contamination. Et je pense qu'il devrait être obligatoire dans tout l'espace public. Cela veut dire dans la rue, le port du masque doit être obligatoire. Sinon, ce serait très difficile de comprendre que vous alliez dans une boutique, vous devrez porter un masque. Vous allez dans un centre commercial, vous devez porter un masque. Et qu'en y venant, vous puissiez ne pas porter un masque. Justement, répondant à une question d'un journaliste lors de sa conférence de presse de vendredi, le ministre de l'Intérieur a semblé dire qu'on ne porte le masque que lorsqu'on est entouré de personnes, que quand on sort de la maison, on n'est pas obligé de porter le masque. Est-ce que ça n'affaisse pas toute la communication autour du port obligatoire du masque? Je crois que vous avez soulevé une question, la communication. Elle est très importante et je pense qu'elle est à différents niveaux. Et sans doute, elle a pu brouiller un peu la compréhension des populations et de certaines catégories sensibles de population. Et je pense qu'il faut des mesures simples. Et le fait de dire, quand vous sortez de votre maison, vous devez porter le masque jusqu'à y revenir, je crois que c'est simple. Et c'est quelque chose qui est facilement compréhensible. Et pour moi, c'est un élément important. L'autre élément pour moi qui est important, c'est l'adresse à la jeunesse. Et il faut la faire aussi de manière subtile. La jeunesse est, elle aussi, victime de la maladie, même si le nombre est faible. Si nous regardons, c'est une dizaine de personnes qui sont décédées d'âge inférieur à 39 ans, mais le nombre d'affectés touche particulièrement la jeunesse. Et je pense qu'il faut la sensibiliser sous 2 aspects. Un, qu'elle peut, lorsqu'elle a des comorbidités, et elle en a, certains en ont, comme l'asthme, comme le diabète, comme les insuffisances respiratoires, comme les insuffisances au niveau cardiaque, etc., que cette jeunesse peut aller vers des cas graves. Mais c'est vrai que beaucoup d'entre eux vont porter le virus sans avoir des symptômes extérieurs de la maladie. Et cela, il faut les sensibiliser qu'ils peuvent contaminer. Et particulièrement dans les maisons, ils vivent avec des personnes adultes, dont des personnes vieilles, qui, elles, sont extrêmement vulnérables lorsqu'elles ont la maladie, et particulièrement aussi lorsqu'elles tardent à aller dans les structures qui sont censées les dépister et ensuite les accompagner au niveau des soins. Donc, les messages ont du mal à passer, ces recommandations sanitaires, pas que sur le coronavirus, et depuis très longtemps. Qu'est-ce qui ne marche pas? Je considère qu'un des problèmes majeurs en Afrique, et particulièrement dans notre pays, et ça c'est depuis les indépendances, c'est l'insuffisance d'une culture d'anticipation. Et vous le voyez d'ailleurs même dans les mesures qui sont prises, le problème d'anticipation. Nous avons 4 régions particulièrement affectées. Mais pourquoi les mesures prises ne concernent de manière effective et impérative que Dakar? Les autres, il faut attendre que le gouverneur ou le préfet, comme Thiès, comme Diourbel, comme Ziguinchor, prennent les décisions. Mais nous devons anticiper pour que ces régions n'arrivent pas à la situation à laquelle arrive aujourd'hui Dakar. Mais ça, c'est dans tous les domaines. Et c'est historique, c'est depuis les indépendances. En moyenne, 75% des infections au Sénégal, ces infections sont dans la région de Dakar. 75%. Mais quand vous ajoutez ces 3 régions, vous êtes à 93% des infections. Donc nous pouvons anticiper pour que ça n'arrive pas dans ces régions. Le deuxième élément, c'est la difficulté
d'établir une ligne politique et de la tenir dans la durée. Ça aussi, c'est valable partout. C'est valable dans l'école, c'est valable dans la santé, c'est valable dans l'économie. C'est valable. C'est depuis longtemps et ce ne sont pas seulement ceux qui sont là. C'est une question à laquelle, sans doute, l'éducation doit répondre. L'autre élément, c'est évidemment l'élément de la citoyenneté. La citoyenneté suppose un respect aux institutions. Vous voyez, quand le président de la République dit qu'il faut faire telle chose, il est essentiel que les citoyens puissent suivre. Quand le gouvernement dit nous devons faire telle chose, c'est impératif que tout le monde puisse suivre. Mais à ce niveau-là, la culture manque. Et c'est parce que aussi, il y a sans doute un déficit de confiance entre les autorités. Je dis toutes les autorités. Parce que c'est valable aussi pour les autorités religieuses, c'est valable pour les autorités coutumières, c'est valable pour même les autorités institutionnelles comme les scientifiques, etc. Nous avons aujourd'hui un mal de la société à suivre ce que disent les autorités des secteurs concernés. Ça fait une compilation qui explique peut-être cette sorte de désobéissance aux recommandations sanitaires quand la communication du gouvernement a failli, quand les leaders communautaires ne jouent pas vraiment leur rôle et quand le civisme est fragile, on n'aura pas les résultats qu'on veut obtenir pour endiguer la propagation du coronavirus. Si on doit les avoir, on va les avoir beaucoup plus lentement. Et cette maladie, plus vous allez lentement, évidemment, plus elle a la possibilité, comme on dit, de vous devancer et de faire des dégâts. Et vous avez soulevé une question, c'est une question de fond. Et je pense qu'il appartient, hélas, il appartient surtout au président de la République de reconstruire ce climat de confiance, cette coordination de tous les acteurs autour de cet objectif qui est l'objectif aujourd'hui premier par rapport à tout. Comme on dit, et aujourd'hui, c'est ça l'enjeu. Faire en sorte que les citoyens retrouvent la confiance par rapport aux autorités étatiques, retrouvent la confiance par rapport aux autorités maraboutiques, par rapport aux porteurs de voix que peuvent être les maires, que peuvent être les préfets, que peuvent être les communicateurs traditionnels, et aussi donner la place. J'ai vu au tout début, la science avait beaucoup de place. On faisait beaucoup référence à la Commission nationale de gestion des épidémies. Et je pense qu'il faut redonner plus de place aussi aux scientifiques dans ceci. C'est vrai. Justement, ce doute sur les chiffres officiels du Covid-19 au Sénégal, quelle est la lecture mathématique que vous faites de cette évolution de l'épidémie dans notre pays? Alors, moi, je pense que nous avons eu plusieurs phases dans cette épidémie. Au niveau des chiffres, il y a eu un moment où la vision des chiffres donnés était très claire. Puisque dès qu'on identifiait quelqu'un qui était positif, on identifiait tous ses contacts et on faisait le test au niveau de tous ses contacts. Donc, il y avait une cohorte qui était suivie. Et puis, à un moment donné, ça date d'il y a quelques semaines, nous avons vu, et moi c'est en examinant les chiffres que je l'ai vu, que les tests ont baissé. Le nombre de tests a baissé et ça m'a beaucoup surpris parce que l'une des politiques, à côté des politiques de distanciation ou des politiques liées à la distanciation, c'est la question des tests. Parce que plus on va tester, plus on va détecter des cas positifs, plus on va pouvoir les sensibiliser ou les isoler ou les sensibiliser pour qu'ils ne contaminent pas d'autres. Mais nous nous sommes rendus compte que, et aussi en discutant avec des gens, parce que nous discutons avec des gens qui ont été malades, qui ont des familles, etc., où la personne malade est testée, mais on dit aux autres membres de la famille, rentrez chez vous, et lorsque vous aurez des symptômes, à ce moment-là, vous nous faites signe. Donc, je pense que cette politique de tests, j'ai vu il y a quelques jours, il y a deux jours, le nombre de tests a augmenté et puis il a baissé. Je pense qu'il faut augmenter sensiblement le nombre de tests pour accompagner la politique de l'État. Parce que la politique de l'État, si vous regardez, c'est
on met le moins de coercition possible. Alors, dès lors que vous mettez le moins de coercition possible, il faut compenser cela par le nombre de tests que vous faites pour identifier au maximum les cas positifs et pouvoir prévenir la contamination. Et je pense qu'on atteint 1900, mais sans doute il faut pousser, aller autour de 4000 tests par jour, et surtout voir comment rendre les tests disponibles. Parce que je me suis rendu compte aussi, si vous vouliez vous-même vous tester, vous ne pouvez pas. Priorité aux cas contacts et aux voyageurs maintenant. Priorité aux cas contacts qui sont malades, je dirais. Qui sont malades. Et aux voyageurs porteurs de passeport. Mais je pense qu'il faut là aussi revoir cette politique de test, quitte à permettre à ceux qui souhaitent se faire tester directement qu'ils payent et qu'ils se fassent tester, parce que ça va être aussi un apport pour l'État pour acheter d'autres tests. Je pense que c'est une politique indispensable qui doit accompagner les mesures annoncées par le ministre de l'Intérieur. Et j'invite tout un chacun à faire de son mieux pour les respecter et même pour aller au-delà. Le gouvernement ne le dit peut-être pas si les tests sont restreints maintenant. Peut-être un problème de moyens se pose, moyens financiers. Je ne sais pas. Moi, j'ai étudié juste les chiffres. J'ai vu semaine par semaine quelle est la situation. Donc, c'est par rapport à ça que je réagis. Je sais une chose. Et ça aussi, je pense que tous ceux qui examinent cette situation doivent être à ce niveau très humbles. Parce que cette maladie a surpris tout le monde. Les grands pays, nous les avons vus avec les plus grandes difficultés, à part l'Asie, qui a une tradition de discipline, une tradition de citoyenneté et une tradition aussi de port du masque. À part l'Asie, pratiquement tout le monde a rencontré des difficultés. Et c'est de grands pays qui ont de grands moyens. Et c'est réajusté au fur et à mesure au niveau politique. Je pense que chez nous aussi, c'est naturel, cette difficulté est venue. Mais nous avons un avantage, parce que la maladie arrive chez nous, je dirais, en retard. Et je dis même, elle a été freinée par plusieurs facteurs qui ne sont pas encore suffisamment documentés au niveau scientifique. La jeunesse de la population africaine, je considère que c'est un frein. L'autre frein, est-ce que quelque part, dans les types de maladies que nous rencontrons chez nous, est-ce qu'il n'y a pas parmi elles, ces maladies-là, des facteurs qui, en tout cas, rendent sans doute moins virulent le virus que sur d'autres continents? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs? Mais dans tous les cas, il y a un retard. Et ce retard est un bénéfice pour la mise en place de politiques qui ont montré leur efficacité. Parce qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vaccin. Donc, le principal outil, c'est la prévention. Et ce qui a donné des résultats partout ailleurs, c'est vraiment la distanciation avec tous les éléments, avec le masque, le lavage des mains avec le savon ordinaire, d'éviter les rassemblements. Et chez nous, nous sommes un pays de rassemblement. On a les rassemblements familiaux. J'ai entendu chez le ministre de l'Intérieur parler de désormais il n'y aura plus les levées de corps, etc. Je pense qu'il faut aller plus loin là aussi. Parce que les funérailles dans les maisons. Quand on interdit les cérémonies familiales dans la rue, les gens, s'ils ont la possibilité, ils vont organiser ces cérémonies dans les maisons. Ça revient au même, on va avoir le même résultat, les mêmes risques de contamination. En tout cas, le premier discours du président de la République, je pense que beaucoup de mesures avaient été prises. Au-delà des mesures de restriction de mobilité, qui étaient des mesures qui étaient acceptées. Ces mesures-là, je pense qu'il faut les reconduire. Les rassemblements dans les maisons, etc. Les grands rassemblements. Nous allons vers des grands rassemblements religieux. Je pense qu'il faut commencer dès maintenant à les aborder avec les khalifes, les grands marabouts, qui sont des citoyens, qui comprennent ces enjeux. Parce que moi, je cite toujours le calife des Mourides. Il a été sans doute un des premiers à mettre des ressources à la disposition de l'État pour combattre cette épidémie. Le calife des Tidjanes, il a, jusqu'à aujourd'hui, restreint les prières dans les mosquées, là où il contrôle. Et lui-même, nous l'avons vu récemment, avec un masque, humblement, comme tout citoyen, obéir aux injonctions
d'un agent des services de l'ordre qui ne l'avait pas reconnu. Je pense que ces augustes personnes, si on leur parle, en leur donnant l'exemple de la Mecque qui recevait pour ce pèlerinage, l'année dernière, c'était autour de 2 500 000 personnes. Cette année, il a fallu d'abord se tester. C'est 10 000 personnes tirées au sort. Il a fallu qu'ils se testent avant de venir, qu'ils soient négatifs. Et ensuite, ces 10 000 ont respecté les mesures de distanciation. Et à la fin du Hajj, il n'y a eu aucun cas. Je pense que ce pèlerinage symbolique qui a été fait devrait peut-être nous aider à aussi organiser les activités religieuses à venir de manière symbolique, de telle sorte que nous n'ayons pas ce rush humain qui, nous le savons, dans tous les cas, conduira à une expansion de la maladie. Ces événements religieux d'envergure qu'on connaît au Sénégal chaque année, ils arrivent dans quelques semaines. Le ministre de l'Intérieur a été interpellé sur le sujet lors de sa conférence de presse de vendredi. L'État pourra-t-il sensibiliser qui de droit pour que ces rassemblements ne se tiennent pas, parce que les risques sont énormes si ces rassemblements religieux à venir se déroulent? Oui, je pense que l'État peut sensibiliser et doit sensibiliser. Que les rassemblements se tiennent de manière symbolique ou ne se tiennent pas. Je pense que les deux aspects, il faut les garder à l'esprit, de manière symbolique. Parce qu'il y a des messages forts qui sortent de ces rassemblements-là. Nous le savons, le Magal de Touba est très symbolique. Je ne dis même pas la communauté mouride, mais pour toute la communauté musulmane et au-delà de la communauté musulmane. Mais, pour les activités économiques aussi. Oui, c'est le volet symbolique, je pense, qui va être extrêmement important. Et cela, ça évitera de grands rassemblements qui peuvent être source de démultiplication du virus. Les gamous aussi, c'est la même chose. Et je pense qu'il nous faut, sans doute là aussi, il y a un symbolisme. Et je pense qu'il peut être compris dans des discussions que les États peuvent faire. Vous savez, nous n'y sommes pas, les Sénégalais, tout le monde n'y est pas, mais entre quatre murs, des discussions de responsables, ils sont aussi sensibles que nous. Et tout le monde aujourd'hui a des victimes de cette maladie, connaît des victimes de cette maladie, ou a été contact, ou connaît des gens qui ont été contacts dans cette maladie. Donc elle a atteint un seuil où il n'est plus possible de dire que cette maladie n'existe pas. Elle est là. Et nous savons que les rassemblements religieux ont été aussi des facteurs de démultiplication de la maladie. En France, par exemple, la maladie est quasiment partie d'un rassemblement religieux. C'est symbole de ce que vous dites. Le directeur de l'hôpital principal de Dakar a révélé lors d'une réunion présidentielle sur le coronavirus cette semaine au palais présidentiel, il a révélé que beaucoup de chefs religieux qui sont décédés du Covid-19 ont été contaminés lors de cérémonies de levée de corps. Tout à fait, tout à fait. Il a raison, le professeur Mame Thierno Dieng. C'est un grand spécialiste et c'est un grand monsieur. Je pense que s'il le dit... C'est un message fort. Et je pense qu'il faut... Vous savez, le Sénégalais, il est un peu fataliste. Et il faut que nous revenions plus sur la réalité que nous vivons. J'ai entendu, parce que je discute avec beaucoup de gens, dire, nous, et c'est des Sénégalais ordinaires, comme on dirait, dire, nous, jombo nañu am feebar bi. Je dis, feebar bi, ken jombu ko am, ku nek mun na ko am. Et personne n'est à l'abri, personne n'est digne ou indigne d'avoir la maladie. Avec toutes les incertitudes sur l'évolution du coronavirus, on craint en tout cas de nouvelles vagues de contamination partout dans le monde d'ailleurs. Sera-t-il facile pour les gouvernements comme celui du Sénégal d'établir tout de suite un plan de relance économique puisque dans notre pays, l'élaboration de ce plan a été déjà entamée? Sera-t-il facile pour Macky Sall et ses équipes de dire voilà comment on va relancer l'économie? Oui, c'est une équation qui se pose à tous les gouvernements. Et c'est un devoir auquel le président Macky Sall a invité son gouvernement à, comme on dit, à donner
une épreuve de telle sorte que le Sénégal puisse se tracer sa voie. Il ne faut pas attendre qu'on sorte de cette épidémie parce que, on ne sait pas quand est-ce qu'on va en sortir. Deux, les effets sont déjà là. Et les effets nationaux, les effets aussi internationaux. Parce qu'au niveau national, il y aura sans doute un manque à gagner de recettes qui va être très important. Au niveau international, il y aura sans doute plus de difficultés de mobilisation de ressources pour les projets. Donc, c'est une excellente chose de travailler sur un plan de relance. Maintenant, il est essentiel aussi de savoir ce qu'on va cibler. Parce que je suis convaincu, l'ambition au mois d'avril 2019 ne va pas être l'ambition d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'une des ambitions les plus importantes devra être de terminer les projets qui sont entamés. Je pense aussi une autre ambition qui doit être importante, c'est comment faire pour qu'on soit autosuffisant au niveau alimentaire. D'où la place et le rôle de cette campagne agricole. Et je dis Alhamdoulilah Rabbil Alamin, puisque, comme l'avaient prédit les organisations comme Agrimet, etc., ou notre ANACIM, la saison des pluies se déroule normalement dans pratiquement tout le territoire national. Je pense qu'il nous faut faire là un effort important pour vraiment produire le plus possible. La même chose pour la culture risicole, tout faire pour qu'on puisse avoir plusieurs récoltes parce que l'année prochaine, au mois d'avril, au mois de mai et à pareil moment, sans doute, il peut arriver qu'il puisse être difficile de trouver des graines, que ce soit du riz, que ce soit du maïs, que ce soit du blé, sur le marché mondial. Parce que beaucoup de pays qui sont de grands producteurs sont impactés. Des pénuries possibles. Le secteur du pétrole dans lequel vous travaillez maintenant, Marie Taou Niane, puisque vous avez été nommé au mois de mai dernier président du conseil d'administration de Petrosen, la société pétrolière publique. Alors ce secteur, la gouvernance Macky Sall compte beaucoup pour asseoir la marche du pays vers l'émergence avec l'exploitation et les futures explorations attendues de ressources pétrolières et gazières au large du Sénégal. Mais la pandémie de Covid-19 a tout chamboulé. Les retards dans la livraison des premiers barils de pétrole et des premières molécules de gaz. Vous attendez à quoi dans ce secteur-là ? Oui, je pense qu'il y aura sans doute un impact. Et c'est des impacts qui sont un peu différents. Il y a les impacts liés aux mobilisations de ressources. Parce que vous le savez, le Sénégal a, dans le cadre de son code pétrolier et gazier, mis en place un dispositif qui lui permet, dans le cadre de l'exploitation des ressources pétrolières, d'aller jusqu'à 18%. Et nous voyons d'ailleurs que pour le gisement de Sangomar, nous allons sans doute dépasser ce pourcentage-là. Et pour le gaz, d'aller à 20%. Et cela demande déjà des mobilisations de ressources. Il y a aussi les infrastructures qui sont mises en place. Et une part du retard va venir sans doute de la mise en place de ces infrastructures-là. Pour exploiter par exemple le gaz de Grand Tortue Almeyine, qui est le gaz entre le Sénégal et la Mauritanie. Entre nous et la Mauritanie, il y a des infrastructures à mettre en place. Et ces infrastructures, pour les mettre en place, il y a une fenêtre au niveau du temps qui est la fenêtre où c'est possible, où les courants sont plus réduits, où il y a moins de, comme on dit, de vent, où il y a moins de turbulences en mer. Et quand vous ratez cette fenêtre-là, il faut attendre l'année suivante. Donc ça peut avoir aussi un impact. Beaucoup de géants du pétrole, en tout cas, oui, au plan mondial, hésitent ou ont tout simplement renoncé à investir dans le secteur. D'autres ne semblent pas s'inquiéter. C'est le cas des Russes de Lukoil qui vont acheter les parts de Cairn Energy dans les blocs pétroliers Rufisque Offshore et Sangomar Offshore profond. Donc les Anglais de Cairn qui sont là depuis 2014 vont céder la totalité de leurs actifs à cette société russe. Ce que les Australiens de Woodside, qui ont aussi des parts dans ce projet, semblent contester. Ils ne veulent pas travailler avec apparemment Lukoil. Que pensez-vous de ces décisions et positions des uns et des autres dans ce dossier? Oui, mais c'est un secteur qui était déjà touché avant la Covid. C'est un secteur où le coût du baril a baissé. Et avec la Covid, nous avons vu
Les États-Unis ont pendant une période vendu le baril à perte. En réalité, il s'agissait d'enlever le baril. Vous venez enlever le baril. Il vous coûte 0 franc. Donc, c'est un secteur où les coûts ont chuté. Les coûts sont en train de remonter. Faut-il compter alors sur le pétrole pour se développer demain quand on est un pays qui s'appelle le Sénégal, les énergies renouvelables qui sont peut-être une grande concurrence pour le pétrole. Vous savez, il faut plusieurs facteurs. Le pétrole est un levier. Il faut le saisir. Le pétrole et le gaz est un levier. Aujourd'hui, tous les ménages sénégalais n'ont pas l'électricité. Et vous savez que l'électricité est essentielle. L'exploitation du gaz devrait nous permettre, à très court terme, de faire en sorte que toutes les familles puissent avoir l'électricité. Quand vous avez l'électricité, vous pouvez avoir l'Internet. Et quand je dis l'Internet, moi je pense à l'éducation et à la formation. Le secteur gazier devrait nous permettre de développer la pétrochimie. Quand vous avez la pétrochimie, entre autres, vous pouvez développer tout ce qui est tuyauterie, tout ce qui est système goutte à goutte. Vous savez, c'est extrêmement important parce que nous avons beaucoup de terre. Nous avons aussi une nappe phréatique très importante. Mais la difficulté, c'est qu'il ne pleut que 3 à 4 mois. Et en dehors de cette période pluviométrique, vous ne cultivez pas. Si vous utilisez, grâce à la pétrochimie, vous mettez à la disposition des populations tout ce qui est tuyauterie et autres, et système qui permet de faire les gouttes à gouttes. Si vous, avec la pétrochimie, vous pouvez fabriquer les toiles sur les serres, vous mettez ce dispositif-là, vous allez redynamiser notre agriculture, à la fois le volet horticole, mais même le volet céréalier, etc., et redynamiser aussi les exportations. On revient aux spéculations sur les licences d'exploration ou d'exploitation. Donnez-nous votre opinion sur l'arrivée de Lukoil. À la place de quelle énergie qui lui a cédé ses parts Non, alors, vous ne m'aviez pas laissé terminer. Tout à fait. Alors, simplement, c'est ceci. Le secteur est en train de se réorganiser. Vous avez de grandes entreprises qui, dans certains secteurs, ont décidé simplement de se retirer parce qu'elles n'ont plus les ressources. Et dans ce cadre-là, Kern vend, mais attention, c'est un système. Woodside a aussi sa, comment on dit, voix au chapitre. Petrosen a voix au chapitre. Qui a 10% sur le projet. Et oui, et qui va avoir 18%. Même plus de 18%, je pense autour de 21% encore. Et ensuite, non seulement Petrosen a voix au chapitre, mais le gouvernement du Sénégal. Parce qu'il faut que le gouvernement donne son OK pour que cette vente puisse avoir lieu. Est-ce qu'à Petrosen, on va valider cette opération? Pour l'instant, cette décision ne nous est pas encore parvenue. Donc, nous, aujourd'hui, la préoccupation de Petrosen, c'est déjà de régler la question de prendre les 8% supplémentaires qui vont nous permettre d'avoir les 18%. C'est dans le code pétrolier. Oui. Petrosen peut avoir les 18%, et quand il prend ces 18%, maintenant Petrosen doit mobiliser sa cotisation dans ces 18%. Vous voyez? Donc ça, c'est le truc. Vous savez, je pense que beaucoup ne comprennent pas trop le code pétrolier. Peut-être dans une autre émission, on pourra revenir de long en large, parce qu'il y a la participation au capital, mais il y a aussi, au moment de l'exploitation, une part du pétrole qui revient au Sénégal, et ça revient. On ne l'achète pas. Ça revient au Sénégal, qui est une part importante. La même chose pour le gaz. Et ceci aussi est un élément pour redynamiser non seulement tout le secteur, parce que l'ambition de Petrosen, dans le cadre de cette restructuration, vous avez vu que Petrosen, maintenant, vous avez Petrosen Holding, vous avez Petrosen Exploration et Production, vous avez Petrosen Trading et Services, c'est d'occuper toute la chaîne de valeur depuis le... En amont et en aval. Exactement. Vous avez bien dit, en amont et en aval. Et être comme les grandes sociétés, et moi j'aime dire, l'ambition du président Macky Sall, c'est Petrosen devra devenir comme Petronas de Malaisie, qui est aujourd'hui une société phare nationale au niveau
pétrolier mondial. Avec la crise, donc, les spéculations vont sans doute se poursuivre. On va surveiller, par exemple, les Britanniques de BP qui ont annoncé cette semaine que la société va passer de société pétrolière internationale à société d'énergie intégrale pour se tourner vers les énergies renouvelables dont on parlait tout à l'heure. Alors, faut-il s'attendre à voir BP qui exploite avec Cosmos Energy un gisement de gaz entre le Sénégal et la Mauritanie. Faut-il donc s'attendre à voir BP se débarrasser de ses intérêts au Sénégal en vendant ses actifs dans ce projet? Est-ce que ce serait une bonne chose? Je pense qu'il faut prendre le marché pétrolier mondial tel qu'il évolue. Et tel qu'aussi en Europe, en Amérique, les choses se passent. Vous savez, la situation en Europe n'est pas la même que celle en Amérique. Parce qu'en Europe, le poids des écologistes, de ceux qui sont les défenseurs de l'environnement est tel qu'un certain nombre d'énergies vont devenir de plus en plus, je dirais, moins importants dans le fonctionnement les de énergies fossiles, par exemple. Le solaire va devenir important, l'éolienne, l'utilisation des eaux chaudes, etc. En Allemagne, même le nucléaire va devenir va être presque éliminé. Alors qu'un pays comme la France, le nucléaire est très important, même si on sait que le nucléaire produit moins d'effets de serre que peut-être même le solaire. Mais ce qui se cache derrière le nucléaire, ou les peurs qu'il y a du nucléaire, font que tout cela combatte cela, et que les pouvoirs publics, de même que les entreprises qui sont dans le pétrole et gaz, sont obligés d'en tenir compte et de se redéployer par rapport à cela. Donc ça, c'est, je pense, une stratégie entrepreneuriale qui est une stratégie qui correspond à l'Europe. Si vous prenez les États-Unis, quelque chose que combattent par-dessus tous les environnementalistes, c'est l'exploitation du gaz de schiste ou du pétrole de schiste, etc. Et c'est bitume et tout cela. Mais en Amérique, vous avez vu que c'est quelque chose qui est illicite et le gouvernement américain a moins de contraintes, ou en tout cas est moins sensible aux critiques et aux menaces des environnementalistes, etc. Donc, nous, autres pays, comme le Sénégal, je pense que ce qui est important de noter, c'est que les grands du secteur sont dans notre pays. Et s'ils sont dans notre pays, c'est qu'il y a de l'intérêt. Deuxième chose aussi, le gouvernement du Sénégal définit une politique qui va nous permettre, d'ici à 2025, de pouvoir avoir une part importante du développement du secteur pétrolier et gazier. Parce qu'on n'a pas encore sans doute vulgarisé la loi sur le contenu local. Et les décrets d'application, dans certains aspects, restent encore à prendre sur le contenu local, mais cela va permettre à ce que l'exploitation du pétrole et du gaz ne fasse pas du Sénégal seulement un pays qui va être, je dirais, bénéficiaire des recettes. Mais ça va produire de l'emploi direct et indirect. Ben justement, on parlait de BP, le projet dans lequel intervient BP se trouve donc entre la Mauritanie et le Sénégal, au large de Saint-Louis, votre ville natale, votre fief. Et ça, on y reviendra tout à l'heure. Saint-Louis où a été lancé récemment une école de formation au métier du pétrole et du gaz. Il existait déjà un institut national du pétrole et du gaz à Dakar. Doublon ou pas? Non, il n'y a pas de doublon. Je pense qu'il faut... Vous savez... Est-ce que le marché sénégalais du pétrole et du gaz pourra offrir du travail à ces centaines, des centaines de jeunes qui seront diplômés de ces écoles? Vous savez, le pétrole et le gaz offrent énormément d'emplois, mais pas là où on le pense. Ce n'est pas dans l'exploration et dans la production que vous allez avoir le plus d'emplois. C'est dans tout ce qui est dérivé du pétrole et du gaz. Je vous ai parlé, par exemple, de la pétrochimie. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'entreprise de pétrochimie. Il faudrait qu'il y en ait, et qu'il y en ait plusieurs. Petrosen va sans doute se lancer dans ce secteur-là, mais il y aura un besoin que des privés sénégalais se lancent dans ce secteur-là. La distribution va créer aussi beaucoup d'emplois, que ce soit du pétrole, du gaz. Et il y a, j'ai parlé de tout le volet agricole.
J'insiste sur l'agriculture parce que l'agriculture, c'est un levier essentiel de développement. Le pétrole, demain, il n'y aura plus du pétrole, il n'y aura plus du gaz. Mais l'agriculture devra toujours être là. Et ensuite, le développement des autres secteurs. Je dis au Sénégal aujourd'hui, un secteur prometteur, c'est le numérique. Mais pour développer le numérique, il vous faut l'électricité partout au Sénégal. Et le pétrole et le gaz nous permettra d'avoir l'électricité. Et ayant l'électricité en continu, c'est d'abord un facteur d'allègement du prix de l'électricité, que ce soit pour les ménages, que ce soit pour les entreprises, mais aussi un facteur qui va permettre aux start-up du numérique, aux géants du numérique. Il y en a déjà un chez nous, Atos, mais d'autres devront venir et cela, le pétrole et le gaz vont favoriser cela. C'est pourquoi je pense que la stratégie du gouvernement du Sénégal, qui est de dire, nous allons développer fortement ce secteur, mais nous n'allons pas miser toutes nos cartes sur ce secteur. Il devra être un levier pour développer les autres. 2, on va développer les ressources humaines. Là aussi, c'est le rôle de l'État. En lançant l'INPG, l'Institut national du pétrole et du gaz, pour former spécifiquement par rapport aux besoins de l'exploitation, etc. Mais il ne faut pas oublier, d'autres forment déjà des choses dont on a besoin dans le gaz. Vous allez à l'école supérieure polytechnique, les gens qui sont formés en génie électrique, en génie mécanique, les gens qui sont formés au niveau de l'IST, l'Institut des sciences de la Terre, les gens qui sont formés à l'Institut polytechnique de Saint-Louis ou à l'école polytechnique de Saint-Louis, tous ces gens-là, le pétrole et le gaz a besoin d'eux. Les universités, maintenant, Mary Teuw Niane, vous avez été ministre de l'enseignement supérieur pendant 7 ans. Avant, vous avez été recteur de l'université Gaston Berger. Décidément, vous et Saint-Louis, c'est une éternelle histoire. Les réformes dans le secteur, dont certaines, comme la création de l'UVS, de l'Université virtuelle du Sénégal, ont été mises en œuvre sous votre magistère de ministre de tutelle. Ces réformes ont-elles aujourd'hui amélioré la qualité des enseignements dans les universités publiques? Je pense qu'on a beaucoup amélioré la qualité. Vous savez, l'un des éléments importants pour la qualité, ça a été la création de l'Autorité nationale d'assurance qualité ANAQ-Sup. C'est un maillon fondamental dans le développement de l'enseignement supérieur au Sénégal. Et la preuve d'ailleurs, le Sénégal a été pendant longtemps le seul pays d'Afrique francophone à avoir cette institution et tous les autres qui en ont créé se sont inspirés du Sénégal. C'est une autorité indépendante qui évalue la qualité de l'enseignement pour le public, pour le privé, pour le présentiel, comme pour l'enseignement à distance. Un facteur qui a été un facteur dans la détérioration de la qualité a été la massification des effectifs au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous savez, lorsque j'arrivais au niveau de ce ministère, l'UCAD avait autour de 100 000 étudiants. Quand je quittais, l'UCAD était à 76 000 étudiants. Donc, l'effort que nous avons fait, qui est de faire décroître petit à petit les effectifs de l'UCAD et aussi le recrutement aussi d'enseignants, le fait que les enseignants qui vont à la retraite étaient remplacés, a permis d'élever le taux d'encadrement des étudiants. Et je pense que si les étudiants ont senti cet effort-là, la réhabilitation des amphithéâtres au niveau de l'UCAD, la création de 5800 lits supplémentaires au niveau du campus social, tout ceci a participé à améliorer la qualité. À cela, il faut rajouter aussi la pertinence, à savoir la professionnalisation des filières. Évidemment, l'accès est essentiel. Je le répète, nous n'avons pas assez d'étudiants. C'est valable pour tous les pays d'Afrique francophone, c'est valable aussi pour l'essentiel des pays anglophones. Il nous faut à peu près 2000 étudiants pour 100 000 habitants. Très rapidement, vous aviez aussi un projet de réforme du baccalauréat. Ce qui nous pousse à vous poser cette question, le bac sénégalais est-il aujourd'hui un diplôme faible, en deçà des standards internationaux? Nous avons un très bon baccalauréat. La preuve, et je le dis haut et fort, je l'ai toujours dit, notre baccalauréat a un meilleur niveau que le baccalauréat français.
Parce qu'ici, les élites politico-administratives, etc., regardent du côté de la France. C'est pourquoi, à l'époque, quand j'étais ministre de l'Enseignement supérieur, j'ai dit la bourse d'excellence extérieure, elle est donnée aux titulaires, aux étudiants, aux élèves qui sont au Sénégal, titulaires du baccalauréat sénégalais avec la mention bien ou très bien, ou aux enfants sénégalais qui sont à l'extérieur et composent dans le pays où ils sont. Mais quand vous êtes au Sénégal et que vous composez pour le bac d'un autre pays, même si vous avez la mention très bien, on ne vous donne pas la bourse d'excellence. Donc, nous avons un très bon bac. Maintenant, les temps changent. Il faut le réformer pour plusieurs raisons. Le réformer en allégeant ou en surchargeant encore Non. La réforme, elle va dans le sens suivant. Il faut bien regarder. Aujourd'hui, le profil des candidats au bac, c'est moins de 20% de candidats dans les séries scientifiques. Vous savez que si nous voulons développer ce Sénégal, il nous faut arriver au moins à un profil de plus de 50% de candidats dans les bacs scientifiques. Donc, il faut revoir ce baccalauréat. Sans doute, il faut créer de nouveaux bacs. Ça a commencé. J'ai vu que la formation professionnelle a revu le baccalauréat qui s'appelait G. Il y a eu ça s'appelle STEG maintenant. Oui, il y a quelques années, il y a eu la création du bac S4 et du bac S5. Mais même au niveau de la formation générale, l'informatique aujourd'hui est quelque chose qui est essentiel. L'informatique devrait venir. Il faut peut-être regarder en amont, les cursus des élèves. Exactement. Introduire toutes ces filières dans les enseignements, l'élémentaire, le moyen secondaire. Il nous faut revoir à la fois les contenus, mais la manière d'enseigner pour que nous puissions susciter des vocations pour aller vers les filières scientifiques, techniques et professionnelles. Vous savez, un pays comme la Suisse ou l'Allemagne, les jeunes, très tôt, choisissent de faire des filières professionnelles. Parce qu'ils savent qu'en faisant des filières professionnelles, vous pouvez aller jusqu'au doctorat. Au Sénégal, depuis quelques années, c'est possible. C'est possible parce que nous avons mis en place les ISEP, les Instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Une question, professeur Mary-Teuw Niane. Les universités vont recevoir à la prochaine année académique de nouveaux bacheliers qui ont reçu des enseignements affectés par la crise du coronavirus. L'année scolaire hyper perturbée par l'épidémie. Le baccalauréat 2020 sera-t-il un baccalauréat sérieux? Il sera aussi sérieux que le baccalauréat de 1968. J'en parle parce que moi, je suis un produit de 1968. J'ai fait mon entrée en 6e en 1968 et je ne me souviens plus, je pense que c'est en septembre ou en octobre qu'on a fait l'entrée en 6e parce que les écoles avaient fermé très tôt. Fallait-il alors insister à poursuivre, terminer l'année scolaire? Je pense que les choix ont été faits. Ce qui est important, et je l'ai dit, c'est aujourd'hui le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la formation professionnelle ont ouvert les classes d'examen, CM2, 3e et terminale. Jusqu'à présent, tout se passe bien. Prions Dieu que tout puisse se terminer et que les examens puissent avoir lieu très correctement. Je ne peux pas, en tant qu'enseignant, en tant que quelqu'un qui a dirigé une université, en tant qu'un ancien ministre du secteur, penser un seul instant qu'on puisse aller vers une année blanche ou une année invisible. J'évoquais tout à l'heure votre affiliation parce qu'on termine cette émission, j'évoquais votre affiliation à la ville de Saint-Louis, affiliation naturelle, puisque vous êtes né dans cette ville il y a 66 ans, affiliation politique aussi. Les prochaines municipales, vous avez déjà déclaré votre candidature à la mairie de Saint-Louis. Vous la maintenez? Mais il n'y a pas, c'est évident. C'est évident. Parmi vos adversaires, l'actuel maire, Mansour Faye, ministre du Développement communautaire et beau-frère du président de la République, un avantage pour lui sur vous ou pas? Non, il n'y a aucun avantage. L'avantage, c'est les Saint-Louisiennes. Ce sont les Saint-Louisiennes et les Saint-Louisiens qui le donneront. Je sais que les Saint-Louisiennes, je les aime tellement et ils me le rendent tellement que, ayant eu à exercer à Saint-Louis, parce que c'est moi qui ai choisi naturellement, délibérément, de quitter l'université Cheikh Anta Diop pour aller à Saint-Louis en 1990 à l'ouverture de Saint-Louis. C'est moi qui ai choisi
avec un groupe d'amis, de mettre en place la coopérative d'habitat et de construction qui nous a permis de créer la cité de Ngalel et de Boudjouk et qui maintient les enseignants sur place à Saint-Louis. En tant que recteur, le fait d'avoir créé l'UFR des sciences de la santé qui donne aujourd'hui à l'hôpital de Saint-Louis un plat des ressources humaines de qualité et beaucoup d'autres choses. Comment jugez-vous Mansour Faye sur sa gestion de la mairie de Saint-Louis? Je n'ai pas à le juger, j'ai simplement à dire que moi, si on m'élit, je ferai beaucoup mieux que lui. Et le regard que vous posez sur sa gestion de l'aide alimentaire d'urgence dans cette crise du Covid-19, il y a eu beaucoup de débats autour. Alors, sur ça, moi je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Parce que je ne veux pas accabler. Vous savez, je l'ai dit au début, cette maladie a surpris tout le monde. Et sans doute, si aujourd'hui le gouvernement du Sénégal devait choisir la manière d'aider les populations, je suis convaincu, avec l'expérience passée, il va dire « j'aurais fait autrement ». Mais il ne savait pas au départ. Vous avez été collègue, vous et Mansour Faye, au gouvernement, puisque vous avez été ministre de l'Enseignement supérieur en 2012 et 2019. Vous êtes resté ensuite 1 an sans charge publique avant d'être nommé PCA, président du conseil d'administration de Petrosen. Macky Sall essaie-t-il de vous envoyer à la retraite ? Bon, je n'en sais rien. Moi, je suis un enseignant-chercheur et vous savez que les enseignants-chercheurs, même si, puisque nous sommes héritiers du système français, à 65 ans, vous allez à la retraite. Dans beaucoup de pays du monde, vous n'êtes pas à la retraite. Vous allez à la retraite quand vous décidez vous-même que vous ne pouvez plus rien apporter. Et c'est pourquoi je suis toujours très actif au niveau scientifique, au niveau technique, à travers le monde. Et votre collaboration politique avec Macky Sall ? Ah non, je suis membre de l'APR, je suis membre du secrétariat exécutif national de l'APR. Le prochain gouvernement, vous pensez à retourner à la table du Conseil des ministres ? Ça, il faut demander ça au président Macky Sall. Merci Mary Teuw Niane, merci d'être passé devant le grand jury.